Bonjour Abdessamad Fatmi, vous êtes expert en politique publique de l'éducation et en intelligence artificielle. Pour vous présenter plus, disons, formellement, vous avez été doyen d'université et vous avez été aussi le conseiller de 2 ministres de l'éducation ici au Maroc. Alors avec vous, on va essayer de faire un petit peu de philosophie ce matin. Je crois qu'on peut s'inscrire dans cette catégorie-là de réflexion avec tous les changements qui font évoluer notre perception du monde et qui sont liés à l'intelligence artificielle. Grosso modo, c'est qui croire. Et quand on regarde des images, est-ce qu'on peut les croire ou non? Alors moi, je dis tout de suite aux téléspectateurs que tout ce que vous voyez là, sur le plateau de Média TV, s'il n'y a pas du tout d'intelligence artificielle, il y a un peu de réalité augmentée, mais pas du tout d'intelligence artificielle. C'est bien quand même de préciser. Alors Abdessamad Fatmi, selon vous, est-ce qu'on est en train de changer de monde avec l'intelligence artificielle? Merci Rachid, tout d'abord, permettez-moi de vous souhaiter bonne journée à vous et à vos téléspectateurs. Et j'aimerais également vous remercier pour cette invitation. Euh, je crois effectivement que le monde a été un peu pris de court, je dirais à partir du mois de novembre 2022, avec le lancement de ChatGPT. Et depuis à peine maintenant, il y a à peine 3 ans, même pas, que cette course effrénée vers le développement de modèles, ce qu'on appelle les Large Language Models, les LLM, les modèles les plus puissants, elle n'arrête pas. Donc, on est effectivement dans une course où sont impliqués essentiellement des acteurs américains, mais aussi des acteurs chinois. Chaque camp nous présente un modèle différent. Peut-être qu'on en parlera, ça vaudrait la peine d'en parler. Mais effectivement, on est en train de témoigner une nouvelle révolution qui est absolument vertigineuse dans sa vitesse et dont les conséquences sont absolument sérieuses. Effectivement, c'est Rachid, vous parliez tout à l'heure de ce qu'on appelle dans le jargon les deepfakes. Les deepfakes sont effectivement des photos ou des vidéos ou des animations eh bien, qui ne représentent pas la réalité, mais qui lui ressemblent de manière étonnante. Effectivement, les deepfakes représentent, à mon humble avis, une parmi plusieurs menaces qui nous font face, que ce soit sur le court terme, le moyen terme et le long terme. Mais face à ces menaces, il existe également des opportunités. On pourrait éventuellement en parler. Voilà, moi je reste ouvert à vos questions. Oui. Je dirais tout simplement que je viens de publier un ouvrage intitulé L'aube de l'intelligence artificielle générale, genèse et implication pour le monde arabe. Donc, je viens de signer quelques copies lors de la foire du livre de Rabat, la foire internationale du livre. Et donc, voilà. Donc, oui, effectivement, on Vous avez peut raison de accueillir des l'évoquer parce qu'on questions. n'est jamais aussi Allez-y. bien servi que par soi-même. Vous avez bien fait d'évoquer donc votre ouvrage qui vient de sortir. Et c'est ce qui suscite aussi de la réflexion chez nous, ici à Média TV, mais probablement aussi chez les téléspectatrices et les téléspectateurs parce que d'abord, on ne sait plus où est-ce qu'on met les pieds, si c'est du vrai, du faux, du vrai amélioré ou du faux arrangé. Bref, on ne sait plus exactement où est-ce qu'on en est. Est-ce que ça risque de bouleverser le monde? Parce qu'on vient de l'évoquer dans le journal juste avant vous, on est dans une période d'instabilité mondiale, pour ne pas dire de guerre, au Moyen-Orient, avec des images qui peuvent circuler, qui peuvent être des images inquiétantes, qui peuvent être des images fausses, parce qu'on est aussi dans une guerre de l'information. Alors il n'y a pas que ça, évidemment, parce que c'est aussi inquiétant pour certains dans la musique, c'est aussi inquiétant pour certains dans le cinéma,
c'est aussi inquiétant pour certains dans ce qu'on voit quotidiennement. Et vous savez aussi bien que moi que beaucoup de gens passent beaucoup de temps sur leur téléphone, sur certaines plateformes, à swiper, comme on dit, c'est-à-dire à passer d'une image à l'autre. Mais alors, pour faire la part entre le vrai et le faux, pour faire la part entre l'artificiel et le réel, pour faire la part entre la création humaine et la création de la machine, c'est de plus en plus difficile. Mais comment est-ce que le cerveau humain peut s'adapter aussi à ça ? Eh bien, vous posez là, effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, un des problèmes, une des menaces les plus importantes, parce que à travers ce que vous dites, c'est tout notre système démocratique qui est menacé. C'est toute la crédibilité. En fait, c'est le sens de la vérité. C'est la disparition de la confiance sociale. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des moyens techniques aussi pour essayer de remédier à ce type. Il y a ce qu'on appelle, en fait, il y a des moyens pour faire le watermarking, par exemple. Si toutes les sociétés qui s'impliquent dans le développement de ces modèles de langage se mettent d'accord, et là c'est tout un si, hein, et on peut effectivement avoir des systèmes de vérification qui peuvent effectivement résoudre ce problème. Oui, mais Parce que pour ça, il faut quand même avoir un certain sens critique, si j'ose dire. C'est-à-dire que ne serait-ce qu'avoir le début du commencement d'un doute, et ce qui n'est pas forcément le cas tout le temps, puisque certains peuvent croire ce qu'ils voient, et ce qu'ils voient peut ne pas correspondre à la réalité. Mais justement, pour développer ce sens critique et faire de l'intelligence artificielle une opportunité plutôt qu'un problème, comment, selon vous, peut-on agir, vous qui, je le rappelle, êtes quand même un expert des politiques publiques de l'éducation et ancien doyen d'université, etc., et ancien conseiller de deux ministres de l'Éducation. Comment créer cette opportunité dans l'intelligence artificielle ? Alors, vous allez me permettre, c'est Rachid, d'essayer de bâtir une réponse parce que je crois qu'un des prérequis, c'est de comprendre on est en face à quoi. Et effectivement, il faut comprendre que ces modèles de langage, ce qu'on appelle les large language models, que l'on parle de OpenAI avec ChatGPT ou de Gemini de Google ou de Claude de Anthropic ou même les modèles chinois comme DeepSeek ou Kimi et d'autres, ils sont entraînés sur des bases de données qui sont énormes. En fait, ces bases de données représenteraient l'essentiel de ce que l'être humain a produit en tant que connaissance. Et il s'agit d'entreprises gigantesques qui investissent des milliards de dollars pour développer ces modèles qui aujourd'hui prennent la forme de chatbots ou d'agents pour effectivement donner réponse à nos requêtes. Maintenant, à mon avis, c'est là où se pose le problème parce que on est en train de faire la transition entre disons, l'époque la plus récente où au moins on cherchait une information sur Google et on avait face à nous une multitude de résultats et on devait utiliser notre cerveau, notre esprit d'analyse et de lecture critique pour effectivement glaner l'information et décider pour nous-mêmes. Maintenant, face à ces chatbots, nous avons une réponse toute faite. Parfois, comme vous dites, on peut créer des vidéos ou des photos, on peut même créer du code ou résoudre des problèmes mathématiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons des réponses toutes faites où, et ce fait, je vous invite et j'invite tous nos téléspectateurs et nos auditeurs à faire une petite pause. Cela veut dire quoi concrètement? Cela veut dire qu'on va commencer à faire une confiance aveugle aux résultats qui sont livrés par ces chatbots, sachant que ces chatbots, d'abord, ils sont entraînés sur de la donnée. Et cette donnée,
si ta culture, si ta spécificité linguistique, historique, culturelle, religieuse n'est pas présente dans la base de données qui a servi à l'entraînement de ces modèles, cela veut dire que tu n'y existes pas. C'est-à-dire que les réponses qu'on risque d'obtenir sont des réponses qui reflètent un petit peu la culture dominante, ou plutôt la vision du monde, je dirais surtout du monde occidental. D'où une problématique stratégique pour les pays du Sud de manière générale, pour des pays comme les nôtres, parce qu'il faut comprendre que pour nous, le fait de rester spectateur face à cette nouvelle réalité voudrait dire non seulement une atrophie des cerveaux, parce que rappelons-nous que nos cerveaux sont des muscles, notre cerveau c'est un muscle. Et le fait de l'utiliser, de faire recours à la réflexion critique, à questionner les résultats, et je reviens à ce que disait Ibn al-Haytham, qui à mon avis, qui est le père de la réflexion critique. Si on arrête de réfléchir de manière critique, eh bien, on est en train d'inviter notre cerveau à s'atrophier. Oui, si vous me permettez, j'essaie quand même de poser des questions, hein, parce que les téléspectateurs s'en posent eux aussi. Si vous le permettez, si je suis bien votre raisonnement, est-ce qu'il faudrait, et j'ai utilisé peut-être un terme qui n'existe pas, j'en sais rien, mais est-ce qu'il faudrait souverainiser la donnée et souverainiser ainsi l'intelligence artificielle, selon vous? Eh bien, absolument, absolument, c'est Rachid. Et à chaque fois qu'on parle de cette thématique, hein, j'invite l'audience à réfléchir en trois niveaux. D'abord, le niveau individuel, qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'individus? Le niveau institutionnel, comment est-ce que les institutions doivent s'adapter? Et le niveau, effectivement, souverain, national, et je dirais même le niveau supranational, et peut-être si on a l'occasion, on en parlera. Maintenant, pour répondre à votre question qui s'inscrit au troisième niveau, le niveau des États, des nations, le niveau du Maroc ou des pays arabes ou des pays du Sud de manière générale, eh bien la réponse est oui. La question aujourd'hui de développement de modèles d'intelligence artificielle est une question très sensible de souveraineté. C'est comme je viens d'expliquer, non seulement il va falloir pour des pays comme les nôtres monter leur propre structure de calcul, leur puissance de calcul locale, qu'ils doivent héberger chez eux, comme ça ils protègent leurs données, mais ils doivent également entraîner leur propre modèle sur leur langue qui reflète leurs identités, qui reflètent notre identité marocaine, notre culture, notre langue, notre spécificité linguistique, mais également notre histoire, notre religion et nos valeurs. Oui. La question... Oui, c'est Rachid. Excusez-moi, parce qu'il ne nous reste que 3 minutes, malheureusement, pour essayer de faire vraiment évoluer une question qui est... voilà, pour laquelle il faudrait des heures et des heures pour entamer une vraie réflexion. Mais qu'est-ce qu'on peut dire du domaine de l'éducation, cette fois? Est-ce qu'il faut, dès le plus jeune âge, faire pratiquer les petits Marocains à l'intelligence artificielle, leur faire pratiquer, et leur apprendre surtout à non seulement utiliser l'outil, mais à le dominer? Non, de la même manière que j'ai répondu à la question précédente, je dirais, il existe également les trois niveaux. Le niveau individuel, question pour n'importe quelle personne qui nous écoute, qu'elle soit jeune, moins jeune, il faut effectivement s'entraîner à l'utilisation, mais non seulement en tant que consommateur, il faut passer à la production, c'est-à-dire il faut maîtriser les outils afin de développer des solutions. Mais également, il ne faut pas abandonner l'apprentissage des matières, parce qu'on a parfois l'impression qu'avec l'IA, puisque l'IA répond à toutes notre questions, certaines peuvent se poser la question à quoi sert que d'apprendre des matières. Non, en fait, il s'agit d'une plasticité cérébrale qu'il faut préserver, mais il s'agit également effectivement de garder son esprit critique et de garder cette capacité d'apprendre sur le niveau institutionnel
moi, je dirais qu'il faut se poser aujourd'hui les questions sur comment est-ce qu'on doit repenser notre système éducatif face à cette nouvelle révolution. Et je vous dirais que le monde aujourd'hui, j'ai été récemment dans une visite aux États-Unis lors d'un programme d'échange et j'ai témoigné à réellement des programmes pilotes qui repensent un petit peu le rôle de l'école, le rôle de l'enseignant et même à l'exercice de l'apprentissage. Il y a absolument énormément de pistes parce que l'IA, comme j'ai dit, ne représente pas rien que des risques, mais elle représente également des opportunités. Aujourd'hui, je donnerai quelques exemples concrets. J'ai visité des écoles aux États-Unis qui s'appellent les Alpha Schools. Et les Alpha Schools font partie des écoles qui, à mon humble avis, sont en train de dompter l'IA et de dompter ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative pour assister à un apprentissage individualisé des apprenants et qui est également en train de repenser le rôle de l'enseignant. Des enseignants qui deviennent plutôt des guides, qui deviennent des facilitateurs, qui deviennent des jardiniers d'un jardin où ils sont en train d'aider des fleurs à s'émanciper, à se découvrir. Et effectivement, aujourd'hui, il faut saisir cette opportunité pour repenser nos systèmes éducatifs, pour essayer d'intégrer intelligemment l'IA tout en gardant l'humain au centre de l'opération. C'est ce qu'on appelle et ça, c'est très important. Oui, absolument, Ouais, absolument. et ça, c'est très important. Merci beaucoup, Abdessamen Fatmi, d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Média TV. Désolé de devoir s'arrêter là parce que c'est vrai que la réflexion, on aurait pu la mener encore pendant très longtemps. Je rappelle que vous êtes expert en politique publique, de l'éducation et de l'intelligence artificielle. Vous avez été doyen d'université, vous avez été conseiller de 2 ministres de l'éducation ici au Maroc et vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui vient de sortir sur cette question de l'intelligence artificielle pour ce qui concerne le monde arabe. Merci encore.